Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Sonia Lupien qui va venir nous parler de l'anxiété de performance chez les enfants et adolescents. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera le Parkinson. On aura notre collaborateur aussi, Bernard Saunier, en début de deuxième demi. Il va nous parler, pour sa part, de son bilan un peu sur les humeurs culturelles, des chroniques qu'il écrit régulièrement donc pour un site Internet. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Minuit et la chanson s'intitule Flash. Bienvenue à Folie douce. Depuis maintenant 25 ans, Folie douce démystifie les problématiques de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Sonia Lupien. Bonjour Mme Lupien. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice du Centre d'études sur le stress humain. On va parler ensemble d'une conférence que vous avez préparée, une conférence qui a rapport au stress, mais par rapport au stress d'anxiété, en fait l'anxiété de performance chez les enfants et les ados. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en commençant l'entretien? Vous dire que c'est un sujet qui est très populaire. En fait, moi, j'ai monté la conférence parce que au Centre d'études sur le stress humain, depuis 2 ans, on voit une recrudescence, une augmentation assez importante des appels qu'on reçoit, soit des écoles, des professeurs ou même des parents qui nous appellent pour avoir des informations sur l'anxiété de performance, qui nous disent que leur enfant ou leur ado présente de l'anxiété de performance. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un sujet d'actualité. Alors, je me suis mise à lire un peu là-dessus et à monter une conférence où je pourrais un peu informer les parents et les professeurs et les enfants aussi, les ados, sur ce phénomène-là. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, l'anxiété de performance? Comment on peut décrire ça ou expliquer le phénomène? C'est un phénomène qui on pense que tout le monde connaît ça. Et quand j'ai regardé la littérature scientifique sur le sujet, il n'y a pas grand-chose. On parle beaucoup d'anxiété, puis l'anxiété peut se traduire soit sur la performance ou sur bien d'autres choses. Donc, c'est comme si, faut voir ça comme une anxiété, mais qui va s'en aller plus vers la performance. Et quand on parle de performance, ça peut être tout autant la performance à l'école que la performance sportive. Et on va se retrouver avec un jeune qui va figer, tout simplement, à la seule idée de faire un examen ou une compétition sportive. Il va se mettre à anticiper. L'anxiété, c'est l'anticipation d'un stresseur, donc à anticiper tout ce qui pourrait mal aller et il va se mettre à éviter la situation. Vous avez, par exemple, des enfants qui vont refuser d'aller à l'école un matin en disant « j'ai mal au ventre, je vais pas bien, je veux pas aller à l'école » ou qui, tout simplement, vont refuser de faire une compétition ou des choses comme ça. Est-ce que ça n'a pas toujours été un peu là, en fait, l'anxiété de performance? C'est juste est-ce qu'on constate que c'est pire qu'avant? Parce que, tu sais, je pense dans l'histoire, il y a toujours eu des stress qui étaient associés à des examens, justement, des compétitions, des choses comme ça. Est-ce que c'est pire qu'avant, on pourrait dire? Écoutez, ça c'est une question intéressante parce que bien sûr on a des effets où il y a une augmentation de ce qu'on observe. C'est vrai qu'il y a tout le temps eu des stresseurs depuis que le monde est monde. J'imagine aussi qu'il y a toujours eu de l'anxiété. Souvent, n'oubliez pas une chose, l'anxiété c'est la peur d'avoir peur et je pense que parfois elle peut être contagieuse, mais on voit vraiment une augmentation. Il n'y a pas eu d'études épidémiologiques qui auraient pu démontrer sans équivoque que ça augmente de façon significative, mais oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? Est-ce que c'est parce qu'on le détecte plus? Ou bien parce que vraiment, il y en a plus? Ça, on ne le sait pas. Dans vos recherches pour préparer justement cette conférence sur l'anxiété de performance, est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que, par exemple, l'anxiété peut être en partie, est-ce que peut provenir en partie des parents qui mettent eux-mêmes peut-être du stress supplémentaire chez des enfants? Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas beaucoup il y en a des facteurs génétiques. Commençons par la génétique. Oui, il y a une petite variante génétique, mais elle est assez faible. La deuxième chose qu'on sait, c'est que il y a des traits de personnalité chez les enfants qui peuvent les mener à présenter plus de symptômes anxieux. Ce qu'un collègue à moi, Jérôme Kagan, aux États-Unis, a montré, c'est que ce sont des enfants qui sont, en anglais, on appelle ça des enfants inhibés. C'est des enfants qui sont un petit peu inhibés, très, 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 très timides, très jeunes, qui vont avoir ce trait de caractère-là, vont avoir plus de possibilités de développer un trouble anxieux.
Ensuite, ce qu'on sait, c'est que l'anxiété parentale peut déborder chez l'enfant parce qu'oubliez pas une chose, hein. Vous savez, la réponse de stress, c'est le cerveau qui détecte une menace et qui va nous faire produire des hormones pour combattre ou fuir cette menace-là. Ben, un anxieux, là, c'est rien d'autre qu'un hyper détecteur de menaces. Hein. C'est des c'est des radars à menaces. Ils sont excellents à détecter des menaces. Et bien sûr, si on a un parent qui est un super détecteur de menaces, il y a des bonnes chances qu'il détecte des menaces aussi tout autour de son enfant et qui essaie de prévenir le plus possible les choses qui pourraient arriver à son enfant. Donc, on sait qu'un parent anxieux va avoir plus tendance à avoir un enfant anxieux, pas autant au niveau des raisons génétiques que des raisons d'éducation parentale où on va justement, peut-être sans même s'en rendre compte, induire un peu d'anxiété chez l'enfant. Et si l'enfant a déjà une sensibilité, ben c'est parti. Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu voir ce que le parent peut faire? Dans un monde idéal, c'est quoi le meilleur milieu possible pour éviter justement qu'un enfant ou un adolescent développe de l'anxiété de performance? Est-ce que il y a quelque chose que le parent peut faire? Oui. Ben, quand j'ai commencé à faire la première version de la conférence, elle me frustrait cette conférence-là parce que tout ce que j'avais trouvé, c'était pour expliquer l'anxiété de performance. Puis bon, ça, je peux bien vous l'expliquer pendant des heures. Si j'ai aucune solution à vous offrir, on ne sera pas plus avancé. Alors, j'ai par contre trouvé plus de livres pour lire sur le sujet. Et ce que j'ai observé, c'est que un enfant anxieux, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'il y a eu une réponse de stress, une réponse physique de stress, le parent aurait oublié de lui dire que c'est normal. Parce que quand vous avez une réponse de stress, essayez d'imaginer vous avez très peur ou une réponse de stress, vous allez avoir des manifestations physiques assez importantes. Et si le parent a oublié de dire à l'enfant, ben écoute, c'est normal que ton cœur débatte comme ça, c'est normal, etc., l'enfant va peut-être justement développer une anxiété face à cette réponse-là. Et il va commencer à avoir peur d'avoir eu peur. Et il va éviter, parce que vous savez, devant le mammouth, vous avez deux choix, vous combattez ou vous fuyez. Eh bien, les anxieux vont systématiquement choisir l'évitement. Ils vont décider d'éviter plutôt que d'avoir à revivre cette réponse de stress-là dont ils savent pas trop quoi faire. Et donc, à force d'éviter, c'est là qu'ils vont devenir de plus en plus anxieux et les parents, sans s'en rendre compte, parce qu'ils aiment leurs enfants, vont commencer à accepter cet évitement-là, puis à travailler avec l'enfant pour qu'il évite, OK, c'est correct si on va pas à telle place parce que tu es inconfortable, etc. Et en pensant bien faire, ben, ils vont nourrir l'anxiété de l'enfant. Alors, ce qui est important que les parents sachent, c'est que il faut travailler avec l'enfant pour qu'il apprenne à négocier ou qu'il apprenne à tolérer l'inconfort que la réponse de stress va lui donner. Tu sais, quand le cœur te débat, tout ça, t'as peur, t'as le souffle court, tu penses que tu vas paniquer. C'est toute une réponse de stress normale que l'enfant va devoir apprendre à tolérer. Et quand on arrive à faire ça, donc à éviter de toujours fuir devant le mammouth et à apprendre à notre enfant à tolérer, il y a des beaux résultats qui peuvent sortir de ça. Peut-être que les gens, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être les gens n'ont plus assez de temps ces temps-ci pour prendre un recul. Tu sais, on se dit souvent, en prenant un recul, on voit les choses différemment. On est capable peut-être de mieux analyser ou en tout cas de mieux absorber un peu les événements d'une vie. Puis comme les gens ont tellement des horaires chargés, est-ce que ça peut jouer aussi dans cet aspect-là du stress? C'est un excellent point que vous apportez. En fait, ça fait beaucoup de sens dans le sens où on est tellement occupé, on court tellement que quand on arrive à la maison puis que notre tout petit nous expose une anxiété quelconque et qui nous dit que lui, son choix, c'est d'éviter, souvent, la solution facile, c'est de le suivre là-dedans. De dire, OK, on n'ira pas, là, c'est correct, là, on va souper, on va faire telle chose. Parce que de prendre un taureau par les cornes, là, puis de combattre, puis d'apprendre à l'enfant à tolérer l'inconfort, c'est long. C'est vraiment long. Et c'est vrai que souvent, avec les vies un peu folles là, qu'on a, ben c'est sûr que peut-être ce sera pas la solution la première qu'on va prendre, mais dans ce cas-ci, la solution facile, ça va être la solution qui va nourrir l'anxiété. Donc, c'est un excellent point. Et votre conférence, donc, vous avez monté la conférence de façon à ce qu'il y ait un travail un peu qui se fasse avec parents-enfants, à ce que je lisais. C'est peut-être une nouvelle façon de faire qui va peut-être amener des bons résultats? Oui, moi, je demande aux parents qui viennent avec leurs enfants en haut de 11 ans parce qu'en bas, ils vont s'ennuyer. Mais s'ils sont un petit peu plus vieux qu'11 ans, parce qu'elle est montée, donc, pour que les enfants la comprennent,
Je leur explique c'est quoi la réponse de stress. Je leur dis qu'il faut pas avoir peur de cette réponse de stress-là, elle est nécessaire. Je leur montre comment la mémoire fonctionne pour qu'ils comprennent ça veut dire quoi performer, puis qu'ils comprennent aussi que c'est bien beau, mais si tu es anxieux de performer, c'est parce que ton anxiété, elle va diminuer ta performance. Fait que tu vas te retrouver dans un cercle vicieux. Et je leur donne une bonne dizaine de trucs, justement, pour calmer cette anxiété-là. Et je vais aussi donner des trucs aux parents pour dire, vous devez apprendre à votre enfant à tolérer l'inconfort. Vous devez lui apprendre que la réponse de stress, elle est normale. Moi, parce que ça fait 20 ans, 25 ans, je travaille sur le stress, ça m'a rappelé que les premières fois que mes enfants tout petits avaient une réponse de stress, la première chose que je leur ai dit, c'est normal. Ton cœur bat vite, hein? Oui, hein, t'as peur, hein, c'est correct. Regarde, tes yeux sont tout ouverts, c'est normal. Et donc, ce faisant, sans même m'en rendre compte, j'ai prévenu le fait qu'ils puissent avoir peur de cette réponse-là, parce que je leur ai toujours dit que c'était normal. Et souvent, même, je la prédisais. Je disais, tu sais quoi? Tu vas arriver là, c'est nouveau, imprévisible, t'as des bonnes chances que le cœur te batte vite. C'est correct. C'est juste une réponse de stress. Tu mammouth, ça va être correct. Ouais. Et je pense que t'as donné des trucs comme ça va peut-être pouvoir aider là les jeunes. Maintenant, une fois que l'anxiété est installée, c'est plus dur à négocier, mais il y a toujours moyen de fonctionner là-dessus, parce que l'anxiété, c'est quand même une des problématiques là, de santé mentale qui est assez facile à contrôler, à gérer là, en psychothérapie, par exemple, quand c'est rendu trop loin. Oui, et souvent, c'est présent sans que ça soit un diagnostic. Tu sais, beaucoup de gens, on est tous un peu anxieux, puis selon les situations, tout ça. Donc, avant que ça devienne justement maladif ou que ça devienne plus difficile à contrôler. Donc, c'est bien d'agir, là. Oui, puis vous savez, c'est quoi l'indice pour, en tout cas, dans ces domaines-là? C'est quoi l'indice? Souvent, les gens vont dire, mais comment je fais pour savoir que c'est rendu une maladie versus juste, tu sais, une façon que je suis? Je leur dis toujours, la seule façon, c'est toi qui la connais. Quand c'est rendu que ton anxiété a un impact sur ta qualité de vie. Et ça dépend juste de toi. Donc, quand là, ça a un impact, là, vraiment, que je sais pas, ton conjoint, quelqu'un te dit, écoute, là, ça n'a plus d'allure, tu sors plus de la maison, tu viens plus au party du jeune, ou peu importe, là. Donc, quand le jeune va dire, écoute, là, ça a vraiment un impact sur ma qualité de vie, j'ai été obligé de lâcher l'équipe de volleyball ou quoi que ce soit, et là, il demande de l'aide, c'est là. Et on n'a pas besoin d'appeler ça un trouble mental. C'est rendu problématique. On va aller chercher les moyens pour négocier ça, chasser de mammouth, puis repartir jouer au volleyball. Oui. Madame Lupien, donc, vous êtes directrice du Centre d'études sur le stress humain. Vous manquez pas de travail parce que s'il y a quelque chose qu'on a comme public, c'est bien du stress, oui, on en vit tous. Non, moi, je ne manque pas de travail et de sujets et de plus en plus, je dois vous dire, je communique beaucoup avec le public parce que j'aime beaucoup ça. Et je vous dirais que depuis les 5 dernières années, mes gros projets de recherche, c'est le public qui m'a donné les idées à force de jaser avec eux. Et là, je reviens soit d'une conférence, d'une discussion, puis je dis, OK, on va étudier ça, puis je repars. Puis, alors, c'est bien agréable de travailler directement avec le public dans le cadre du Centre d'études sur le stress humain. C'est eux qui m'ont donné mes meilleures idées, c'est pas des faits. Oui, et justement, si les auditeurs veulent avoir plus d'informations, par exemple, sur le stress ou sur ce que vous faites, est-ce qu'il y a quelque chose qui est disponible en ligne? Est-ce qu'on peut avoir des ressources? Ils peuvent aller sur le site web du Centre d'études sur le stress humain, l'adresse c'est www.stresshumain.ca. Et là, ils ont plein d'informations. Promenez-vous sur le site, c'est gratuit, il y a plein d'infos. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement notre magazine officiel qui est nul autre que le Mammouth Magazine, évidemment. Et on a plein de numéros du Mammouth Magazine sur toutes sortes de sujets. On l'a en français, on l'a en anglais, c'est gratuit. Et avec ça, vous avez amplement d'informations là pour vous informer sur différents sujets. C'est écrit pour le public, c'est simple, c'est facile à comprendre et ça informe les gens. C'est le but du Centre d'études sur le stress humain, de les informer avec des données validées scientifiquement. Nous, on est des chercheurs scientifiques, on travaille sur le stress et quand on découvre, on redonne aux gens pour leur donner les outils de bien négocier ça. Bien voilà, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est bonne continuité. Puis on lâche pas. En fait, on est tous un peu touchés par le stress, donc c'est très important ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission. Merci. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est donc Mme Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain à Folie-Douce. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, le sujet que tu nous amènes, c'est le Parkinson.
Oui, c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé, mais on doit dire que avant tout, le Parkinson, ce n'est pas considéré comme une maladie mentale, pas plus que l'Alzheimer. Parce que c'est ce qu'on fait ici, on parle d'on démystifie la santé mentale, sauf qu'il y a un rapprochement jusqu'à certains points. Il y a un corollaire entre les deux. Oui. Et c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. Deux problèmes de caboche. Oui, c'est exactement. Pour parler en bon québécois. C'est plutôt, des fois, c'est assez décourageant comme maladie. Là. On veut surtout sympathiser avec les gens qui ont des parents ou des gens dans leur entourage qui ont cette maladie-là. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Je vais vous lire quelques passages de ce qu'on raconte sur le site Internet Parkinson Québec. C'est le site en passant, mais c'est Parkinson tout collé québec.ca. Et en quelques chiffres, au Canada, 100 000 personnes sont atteintes du Parkinson. Et de ce nombre, au Québec, 25 000 personnes. Et ça touche plus les hommes que les femmes. 55 % des personnes atteintes sont des hommes contre 45 % pour les femmes. Et moins de 5 % ont le diagnostic de Parkinson avant l'âge de 50 ans. Ce qu'on dit sur le site Parkinson Québec, on nous dit que la maladie de Parkinson s'explique par la perte de cellules dans une partie du cerveau que l'on nomme la substance noire. Ces cellules sont responsables de la production de la dopamine, un élément chimique qui agit comme messager entre les cellules du cerveau impliquées dans le contrôle du mouvement, d'où son appellation de neurotransmetteur. On estime qu'au moment où le diagnostic est prononcé, environ 80 % des cellules produisant la dopamine ont déjà cessé de fonctionner. La diminution significative de dopamine qui en résulte entraîne ainsi l'apparition des symptômes de la maladie de Parkinson. Heureusement, on nous dit que plusieurs médicaments sont aujourd'hui disponibles pour pallier au manque de dopamine. Il est donc possible de contrôler adéquatement les symptômes de la maladie et de conserver ainsi une excellente qualité de vie plusieurs années après que la maladie eût été trouvée. Malheureusement, aucun médicament ne peut encore ralentir ou arrêter la progression de la maladie. Le symptôme le plus connu, c'est les tremblements. Oui. Ouais. Des fois, les problèmes d'élocution aussi, ça dépend toujours des personnes, mais des fois, il y a un problème de contrôle de son élocution. Moi, à chaque fois que j'entends parler de Parkinson, je ne peux pas m'empêcher de penser à Mohamed Ali, le grand boxeur qui a été atteint, rendu à un âge plus je avancé. crois que Michael J. Fox aussi, l'acteur, là, lui, il a eu un diagnostic jeune, là, l'acteur qui a fait plusieurs films. Là. Oui. Retour vers le futur. Oui, exactement. Si on nous dit que chaque personne atteinte de la maladie de Parkinson est unique et comme telle sujette à des symptômes différents. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une maladie progressive, les symptômes existants s'aggraveront et de nouveaux symptômes pourraient se manifester. Il est difficile d'évaluer la rapidité avec laquelle le Parkinson évoluera chez chacun. En général, le premier stade de la maladie est une période qu'on appelle période de lune de miel qui peut durer 3 à 8 ans et qui se définit par une vie pratiquement normale. C'est une période de meilleure efficacité du traitement. Il est possible que la dégénération se produise plus vite chez les personnes qui sont plus âgées à l'apparition des premiers symptômes. Il est possible également que le Parkinson progresse moins vite quand le principal symptôme consiste en l'apparition de tremblements, surtout s'il commence d'un seul côté. Dans la plupart des cas, la maladie ne réduit pas l'espérance de vie. Cependant, à mesure que l'on vieillit et que la maladie progresse, les risques augmentent. Ainsi, un mauvais équilibre peut entraîner des chutes et les problèmes de déglutition, si on les néglige, peuvent dégénérer en pneumonie. Si on parle maintenant des symptômes moteurs, il y a le tremblement de repos dont on a parlé tantôt, mais il y a aussi la lenteur des mouvements. Il y a la rigidité musculaire et l'instabilité posturale. Ouais. Les principaux signes qui permettent de poser un diagnostic de la maladie sont en présence de 2 des 3 premiers symptômes dont je viens de parler. Est-ce qu'il y a un côté héréditaire aussi? Ou je ne sais pas si tu vas y arriver un jour. Je vais y arriver plus tard. Ouais. Oui. On nous dit sur le site Parkinson Québec, il est important de savoir que la personne atteinte de la maladie peut aussi présenter des symptômes non moteurs. C'est-à-dire que, outre le tremblement, la lenteur et la rigidité, les personnes atteintes de Parkinson pourraient observer d'autres changements. Ces changements peuvent aussi avoir un impact sur la qualité de vie. Beaucoup de patients ne se rendent pas compte que ces autres symptômes sont reliés à la maladie de Parkinson. Par conséquent, ils ne sont pas traités
comme par exemple l'anxiété. Ensuite, la dépression, les troubles du sommeil, la perte d'odorat et ce qu'on appelle la micrographie, c'est-à-dire une toute petite écriture. Maintenant, on va parler plus tard dans l'émission des traitements de la maladie de Parkinson. À l'Espresso allongé, tu poursuivras sur le Parkinson. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Merci. On demeurait des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier fait un bilan de son expérience comme chroniqueur des humeurs culturelles sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet le Parkinson. Vous entendrez aussi en chanson Mélanie de Brigitte Saint-Aubin et Demons de Candles. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Bien, c'est avec plaisir que j'accueille Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Ah oui, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est toujours agréable de se voir. Moi, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. On se connaît depuis le siècle dernier, parce que tu as commencé à t'impliquer en 1999. On ne mêlera pas Mathusalem à ça. Non, mais là, ça paraît loin, mais c'est vrai que c'était en 99, c'est drôle, juste avant qu'on change de siècle. Mais c'est intéressant de te recevoir toujours à Folie douce. On va parler aujourd'hui ensemble de ton implication auprès des humeurs culturelles. C'est une collaboration que tu fais là, depuis combien de temps? Ça fait 6-7 ans. Déjà oui, 6-7 ans. On regardait ça. Les humeurs culturelles, en fait, c'est sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Oui. Puis on m'a donné... je m'étais un peu donné le mandat de faire des lectures, de regarder des films, tout ça sous un angle santé mentale. Ouais. Et d'aller voir des expositions, toutes sortes de choses. Est-ce que ça donne ce que tu t'attendais il y a 6-7 ans? Il y a toujours dans n'importe... Je pense, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que dans n'importe quelle œuvre que je peux aborder, il y a toujours un côté santé mentale. Même si tu t'y attends pas, il va venir un moment donné que ça revient à ça. C'est que la santé mentale est dans les œuvres d'art, dans la littérature, est toujours présente. Que ce soit l'artiste ou l'œuvre. Oui, c'est ça. Des fois, l'artiste, l'espèce de l'image de l'artiste torturé qui fait qui a besoin d'être créatif, qui va comme faire... Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire. J'essaie de dire... Il y a un aspect santé mentale, mais il n'y a pas que ça. Puis c'est quelque chose qui est assez grand comme une vision. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as peut-être préféré dans tout... Parce que 6 ans, tu as quand même fait plusieurs... Tu en fais quand même de façon régulière. Ce que j'aime, moi, je te dirais que c'est toujours la même idée. C'est quand je pars en voyage puis je fais un texte. J'aime beaucoup ça. J'apprécie. C'est
l'idée de prendre un peu de ce qu'il y a dans les voyages, puis de faire un texte qui traite de santé mentale ou de rétablissement. Ça fait aussi partie de l'ensemble des écrits que tu fais pour C'est Humeur ça, culturelle. Là. Oui, ça aussi. C'est ça. C'est dans le fond, c'est un peu de la culture, hein? C'est ça? C'est de ben, voir des... Oui, c'est vrai que c'est la culture. La Quand tu culture, dis- on parlait de ça. Tu sais, la culture, des fois, j'ai l'impression que les gens ont peur de ça. Ouais. Les gens ne veulent pas aborder ça. Puis la culture, il y a le stigmate de la santé mentale, le fameux stigmate que chacun vit, qui est stigmatisé parce qu'il y a un problème de santé mentale. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que je fais les humeurs culturelles, pour montrer qu'il n'y a pas que ça, que même les gens qui vont à l'Institut, qui y travaillent, ne sont pas que ça, puis ne sont pas que des traitants ou des soignés, c'est des gens. Ouais. En premier. Ouais. Des fois, en dedans de toi, trouves-tu qu'on t'es tanné des fois d'essayer de redémystifier ou de faire comprendre aux gens? On a l'impression que ça, même nous là, qui est en ondes depuis 25 ans, on essaie de... En fait, je suis pas tanné parce que ça va avec moi. Moi, c'est comment je te dirais ça? C'est... Comme une deuxième nature? C'est pas une deuxième nature, mais le fait de grandir là-dedans. OK. Tu sais, d'évoluer dans ça, de changer. Le changement. On sait que c'est difficile de changer les autres, mais pour changer, il faut commencer par soi. Donc, c'est un peu ton évolution qu'on voit dans les écrits. C'est ça. Puis le fait que je change, des fois, les choses, je vois pas les choses du même œil, puis de la même façon. Oui. Donc, l'expérience, t'as poursuivi, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Je la poursuis. Ce qui est plate, c'est que ça va peut-être changer parce qu'il y a des aménagements qui seront plus les mêmes. Okay. La réforme en santé mentale, en santé puis en santé mentale, ça cogne pas mal. Les fonds sont pas mal diminués, mais en même temps, ça m'empêchera pas vraiment de le faire pareil. Je pense que je vais essayer de discuter de ça avec les responsables, voir ce qu'on peut faire. Puis parce que dans le fond, ça va plus loin que ton engagement envers la santé mentale. Ça date de longtemps, ne serait-ce que par les textes que tu faisais toi-même. Moi, ça a toujours été ça. Là. L'écriture, c'est une chose pour moi qui est... comment je dirais ça? C'est important. Puis c'est une chose que je voulais faire. J'ai toujours aimé lire. J'aime les grands auteurs, j'aime les classiques, j'aime tout ce qui est... En fait, on parlait de culture tantôt, j'aime ce qui est culturel. Ouais. J'aime toutes ces choses-là. Puis, le fait de pouvoir écrire mes humeurs culturelles, ça me permet de partager ça avec d'autres. Puis, si on a la curiosité d'aller les voir, puis de comparer peut-être avec ce que je pense, avec ce que je vois, puis de faire des rapprochements. Comment on les cherche? On cherche juste Bernard Saunier, Humeur culturelle? On cherche Humeur culturelle sur le site de l'Institut. Institut universitaire en santé mentale, puis on trouve ton visage. Pour ceux qui ne te connaissent pas, au moins, ils vont quand même... Il y a aussi... Il y a aussi mon blog, hein. Je sais pas si je qui peux en parler. Ben oui, certain. Le Goulag qui est mon blog, que j'essaye de ce temps-là, j'étais un peu dans un rush que j'essaye de faire à 500 mots par jour, mais je suis rendu presque à 1000 mots par jour. Pourquoi tu c'est la pratique de l'écriture, pour moi, ça demande ça. Okay. Ça demande une discipline. J'ai un peu de difficulté à mettre sur papier, mais si je le fais pas, ça va rester mort. Puis c'est une pratique qui demande cette énergie. Et le 500 mots te force à trouver à forcer justement de trouver des mots différents. Des choses différentes. Tu peux pas répéter la même chose. Tu peux pas répéter toujours les mêmes affaires. Donc c'est un travail... c'est un travail intellectuel, c'est un travail qui demande de la réflexion, c'est un travail de la vision aussi. Puis en fait, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai terminé, surtout mes humeurs, puis mon blog, quand je finis d'en écrire un, je me sens comme bien. Je suis comme heureux d'avoir réussi, comme avant de venir ici.
J'en ai fait un. Ouais. Je suis comme content de réussir à faire un texte puis de le donner avec cette magnifique plateforme-là qui est l'Internet, Ouais. là, qui n'existait pas. Ça a été... C'est assez extraordinaire. Ouais. On a déjà parlé avant, dans d'autres entretiens qu'on a eu ensemble. Est-ce que ça arrive que tu relis tes choses? Parce que, écoute, ça t'écrit peut-être depuis 30 ans, 40 ans. Là, ça Des fait fois, longtemps. oui, je relis. Parce que y Ben, a du stock, là. je lis pas les choses. 30 ans, 40 ans, tu remontes. Ben, t'as écrit beaucoup, t'as dû Ouais, garder ouais, pas mal. j'en ai, mais je ne lis pas. Tu relis pas, c'est... Je ne lis pas, c'est parce que ça... Probablement que ça me paralyserait aussi de le relire ça, puis de dire... c'est pas... Mais en même temps... Juste des fois, pour voir ton... Tu sais, tu le sais déjà. Tu sais, je pense que tu es capable de te voir, ton évolution, tout ça, mais j'ai l'impression que peut-être c'est plus grand encore que ce que tu penses, tu sais, en voyant la différence d'écriture. Comment je te dirais ça? Ça serait drôle, des fois, de faire... J'ai pas vraiment le temps pour revenir. J'aime mieux aller de l'avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ton implication auprès de Reprendre Pouvoir, c'est toujours le cas aussi. Oui, on peut en parler quelques minutes, si tu veux. Toujours Reprendre Pouvoir, le groupe d'entraide par et pour les pairs. Puis j'ai mon implication. C'est très important pour moi, ce groupe-là. J'aime beaucoup la dynamique qu'il y a dans ce groupe-là. J'aime beaucoup les gens qui sont là. J'aime beaucoup échanger, justement, sur nos problèmes ou sur ce qui va moins bien, sur ce qui va bien, puis d'échanger là, tous les lundis à ce groupe. Oui. Je veux te féliciter aussi en même temps pour ta présence dans les médias parce que Merci. À plusieurs reprises, je pense que c'est plus grand que qu'est-ce que tu peux penser parce que je pense que on a vu dans différents reportages, mettons, ton témoignage, en fait, puis c'est intéressant de le faire parce que c'est pas tout le monde qui veut, encore aujourd'hui, là, malgré que c'est moins tabou qu'avant, mais la santé mentale, de s'afficher, de montrer son visage, puis de montrer peut-être ses faiblesses. Le défi est là aussi. Hein. Ouais. Si tout le monde le faisait, ben... En même temps, c'est ça le défi, c'est d'enlever le stigmate. Là, c'est ça. Si personne ne le fait, on n'en sortira jamais. On va tout le temps dire « Ah, c'est un autre fou qui a tué 300 personnes. » Puis là, il faut avoir quelque chose d'autre qui balance. J'espère que j'étais à la hauteur de la situation, de dire que oui, j'ai une maladie mentale, non, je suis pas violent. Puis essayer de continuer de cette façon-là, en étant ouvert d'esprit, puis en écoutant les autres quand ils ont de quoi dire. C'est important d'avoir l'oreille, d'écouter quand les gens veulent parler. Parce qu'on a souvent eu dans les médias, tu sais, des gens plus connus, des gens qui commençaient à avouer, par exemple, qu'ils avaient eu des problèmes de santé mentale, des gens connus. Puis c'est ça petit à petit qui a comme fait un peu ouvrir le sujet, mais de voir des gens, entre guillemets, ordinaires, des gens, monsieur tout le monde, qui peut faire des affaires, là, tu fais quand même des choses qui sont différentes de la population en général, mais tu sais, quelqu'un qui peut s'assumer, qui est capable de l'expliquer, qui est capable de dédramatiser dans des mots simples, mais en étant intéressant, c'est quand même bien... Ben, je te remercie. Ce qui revient souvent, quand les gens me voient dans les médias, ils disent « c'est courageux », mais moi, pour moi, là, oui, c'est peut-être du courage, mais c'est important, comme tu dis, si je le fais pas, qui c'est qui va le faire? Pourquoi tu penses qu'ils disent que tu es courageux? Parce qu'eux trouvent ça difficile, peut-être, d'avouer? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ont beaucoup de difficultés à l'admettre. J'ai réfléchi aujourd'hui, je pense au déni, tu sais. Ouais. Les gens dénient. Ils ont un problème de santé mentale, mais ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas le voir. Quand le rétablissement est temps d'en être conscient, de le voir, puis de faire des choses pour améliorer sa situation, améliorer son état d'esprit, améliorer sa santé mentale. Depuis quand dirais-tu que tu l'acceptes? T'sais? Parce qu'on dit souvent que la guérison commence par l'acceptation. Oui, ben dans le cas de la santé mentale, l'accepter, c'est un peu difficile mais oui... Ça fait longtemps que tu l'as accepté. Ça fait un bon bout de temps. Tu as fait la paix, en fait, avec cette situation-là. Oui, j'ai réussi à accommoder ça dans ma vie, puis à pas trop
pas trop... Tu vas pas trop voir ça gros, peut-être. Ouais, pas c'est trop ça. dire, hey, l'étiquette qui est là, tu sais, Non, pas besoin c'est de... ça, c'est pas... OK. Oui, en terminant, Bernard, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de te parler, mais on peut peut-être rappeler l'endroit où on peut te trouver au niveau des humeurs culturelles puis ton blog, les deux principales. Les humeurs culturelles, c'est sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Maintenant, ils appellent ça le CIUS, je pense. Ouais. En faisant une recherche, je vais aller trouver avec mon nom, CIUS, vous allez sûrement trouver sur... On peut aussi taper humeur culturelle, je pense que oui, humeur culturelle, Bernard Saunier, je pense qu'on peut avoir le lien. Là, ouais. Puis il y a mon blog qui est au www.legoulag.blogspot.com qui est là, c'est mon blog quotidien. Qui est là depuis plusieurs années aussi. Là, ça aussi, ça commence à faire il faut continuer, ça laisse une trace sur le web. Merci beaucoup, Bernard Saunier, d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuité, continue le travail de démystification, puis c'est intéressant toujours de t'entendre et de te voir et de t'entendre ici aussi. Alors, une prochaine fois, peut-être à l'émission Folie Douce aussi. Merci à toi. Merci, à la prochaine. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé. Pierre Laporte, ton sujet, donc le Parkinson, entamé plus tôt dans l'émission. Puis je pense, Julien, tu voulais ajouter une précision pour c'est la le nom. Ouais. Oui, ça vient. Le nom de la maladie vient d'un docteur qui s'appelle Dr. James Parkinson, qui a vraiment, je vais le lire comme Wikipédia le dit. En tant que médecin, il a marqué l'histoire de la neurologie pour avoir décrit avec précision une affliction jusqu'alors méconnue dans un essai intitulé, c'est en anglais, An Essay on the Shaking Palsy. OK, d'accord. Merci de la précision. Oui. Alors, on apprend des choses ce matin. Puis tu as plusieurs détails, Pierre, plusieurs informations. Alors, je poursuis ma lecture. Là. C'est un article qui paraît sur Internet, sur le site Parkinson Québec. On nous dit actuellement 6 classes de médicaments permettent de réduire les symptômes causés par la maladie de Parkinson. Le recours aux médicaments anti-parkinsoniens peut entraîner des effets secondaires. Une consultation en nutrition peut être utile. Ces classes de médicaments font appel à l'une des deux stratégies, soit le remplacement de la dopamine ou le rééquilibre entre les niveaux d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, et la dopamine. Faut se dire que la maladie peut être aussi très débilitante parce que ça peut être déprimant de toujours vivre avec ses effets secondaires. C'est sûr, oui. La maladie de Parkinson n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Comme c'est le cas pour d'autres problèmes de santé, il n'existe aucun test sanguin ou examen radiologique particulier pour confirmer sa présence avec certitude. Le diagnostic repose exclusivement sur les symptômes décrits par le patient et sur l'examen neurologique complet par le médecin. Et l'annonce du diagnostic entraîne des réactions affectives tant pour la personne atteinte que pour les gens de son entourage. Si vous venez d'apprendre que vous êtes atteint de la maladie de Parkinson, vous quittez le bureau de votre médecin avec des questions en tête et vous vous demandez ce qui vous attend. C'est pas si connu, dans le fond, quand on regarde ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Faut fouiller un peu, faut chercher, je pense, les gens qui... On a comme une idée de la maladie, mais c'est pas... C'est pas clair au début. Maintenant, chez les jeunes parkinsoniens, la maladie de Parkinson est souvent associée à la vieillesse, mais on estime que 5 à 10% des personnes atteintes de Parkinson auraient démontré certains symptômes avant l'âge de 40 ans. Certains symptômes. Même si en général la maladie évolue plus lentement, les patients plus jeunes sont confrontés à des difficultés particulières car ils doivent gérer la maladie plus tôt au cours de leur vie et donc pendant plus longtemps. Cela explique des changements professionnels et financiers tout en assumant ses responsabilités envers la famille et les enfants. Il faut donc porter une attention particulière aux conséquences psychologiques importantes qui peuvent en découler. Les personnes atteintes de la forme précoce de la maladie de Parkinson doivent faire face à 2 enjeux importants, soit quand commencer à prendre des médicaments pour soulager ces symptômes et quels médicaments prendre au début de traitement. Chaque cas est unique et les stratégies diffèrent selon chaque personne. La décision de retarder la prise de médicaments exige une étroite surveillance. Chaque personne doit évaluer si elle peut parvenir à poursuivre ses tâches professionnelles et domestiques grâce à des changements qui tiennent compte de sa maladie. Par exemple, utiliser un ordinateur plutôt qu'un stylo.
Oui. Ouais. Et toujours être à supervision d'un professionnel pour voir le niveau D'avoir un bon suivi, Oui, peut-être, ah oui, pour sûrement, l'évolution de la maladie. qui permet de savoir si ça devient trop débilitant pour vivre normalement. Parce que sans guérir, comme tu disais tantôt, il y a quand même certains moyens, peut-être, pour ralentir, ou en tout cas de garder une certaine autonomie. Là. Oui. Alors, je continue ma lecture. On nous dit sur le site Parkinson Québec, il n'existe actuellement aucun médicament capable de réduire la progression de la maladie. Mais il est important de se rappeler qu'il existe un vaste choix de médicaments sur le marché et que le nombre augmente chaque année. Une personne atteinte de la maladie de Parkinson peut donc rester active très longtemps. Maintenant, je vous parle du centre Info Parkinson. Parkinson Québec met à notre disposition le centre Info Parkinson, un centre d'information virtuelle qui répond aux besoins en information des personnes atteintes de la maladie. Des proches aidants et des professionnels de la santé en donnant des sources fiables et à jour sur tous les aspects de la maladie. Si vous désirez obtenir des copies imprimées de la documentation disponible, il y a des frais qui s'appliquent. Vous pouvez téléphoner, c'est un numéro 1-800, c'est 1-800-720-1307 du lundi au vendredi. Et pour une information urgente en dehors des heures de service, vous pouvez vous référer à la ligne Info Santé en composant le 811. Je vous parle maintenant de la recherche. La recherche représente un des piliers de la mission de Parkinson Québec. Et par le Fonds québécois de recherche sur le Parkinson, on vise à soutenir financièrement les chercheurs québécois et canadiens qui recherchent toujours un meilleur espoir d'éradiquer la maladie de Parkinson. Depuis 2012, le fonds Saucier Van Bercom Parkinson Québec dispose de 1 million de dollars répartis sur 5 ans. Et il nous reste environ une minute. Alors, je vais répéter les lignes téléphoniques. Le centre Info Parkinson, donc, c'est le 1-800-720-1307. Et il y a aussi la Société Parkinson du Québec. C'est à Montréal. Dans le 514, c'est le 861-44-22. Et il y a le site Internet aussi, www.parkinsonquebec.ca. Merci beaucoup de ces renseignements, Pierre. Merci, Justin, également, pour ta participation. C'était donc le sujet sur le Parkinson amené aujourd'hui à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant ce rendez-vous de Folie Douce, Justin Malo est présent ainsi que Pierre Laporte. On va y aller avec la nomenclature des chansons qu'on a écoutées dans l'émission. On a écouté en début d'émission Flash. Du groupe Minuit. Oui. On a pu entendre Dimanche. Du groupe aussi Canaille. Oui. Dans la deuxième demi, on a pu écouter Mélanie. De Brigitte Saint-Aubin. Et à l'instant, Demons. De Candle. Et voilà, donc c'est votre choix musical pour cette semaine de Folie Douce. Merci beaucoup, Justin. Et également, merci pour ta participation au micro. Merci beaucoup de ta présence avant et après l'émission et pendant l'émission, en fait. Merci beaucoup, Pierre Laporte, à la mise en onde. Bienvenue. Et ainsi que tes blocs où tu as parlé de Parkinson. On a pu en apprendre plus sur la question. C'est une maladie toujours un petit peu... c'est toujours un petit peu mal connu, en fait. 25 000 au Québec. Oui, puis on a souvent des conceptions justement de la maladie, mais c'est pas toujours le cas. Donc, merci beaucoup pour ça. Notre invité en début d'émission, Sonia Lupien, nous a parlé de l'anxiété de performance chez les enfants et ados. Notre collaborateur Bernard Saunier était aussi des nôtres cette semaine. Il nous a fait un bilan de sa chronique des humeurs culturelles qu'il fait depuis déjà un bon moment. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
bop 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 da da bop 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 bop.